Après sa série Destin, l'autrice Isabelle Hébert nous propose les sœurs sénécales. On en parle avec elle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va super bien, Isabelle. J'étais contente parce que on s'est jasé de Destin en 2022 et 2 ans plus tard, ben, on se retrouve pour jaser de la sœur, de la suite, en fait, les sœurs sénégales. C'est une suite, mais pas une suite. Donc, de nouvelles aventures et le tome 1 est sorti en janvier. Le tome 2 est enfin arrivé en librairie il y a quelques jours. Pourquoi avoir décidé de poursuivre les aventures de Toinette et Josette, qui sont, oui, un peu la suite de Destin, mais on n'est pas obligé d'avoir lu ce livre-là aussi, là, ces livres-là, là. Exactement. Donc, on n'est pas obligé d'avoir lu Destin pour lire les sœurs sénécales, mais en même temps, pourquoi bouder son plaisir? Néanmoins, donc, ce que je voulais faire avec les sœurs sénécales, pourquoi la suite, dans le fond, c'est parce que j'avais laissé des personnages en suspens, des personnages riches avec des belles personnalités, mais j'avais l'impression que c'était pas achevé complètement. Je voulais aller voir Toinette, comment elle allait se débrouiller dans la vie, puis Josette, sa manière de voir la vie en victime. Comment est-ce que ça allait affecter ses choix, puis le type de vie qu'elle allait choisir pour elle-même, puis se créer. Ben, c'est toujours intéressant là, d'avoir une suite, même, bon, là, je l'ai dit, là, si on peut lire Les Sœurs sénécales sans avoir lu Destin. Rappelle-nous, là, qui sont ben, Toinette et Josette? Alors, Toinette, c'est la jeune sœur de 15 ans dans Destin, qui quitte le foyer parce qu'elle est, elle aussi, tout comme Agathe, enceinte du vieux voisin d'en face. Et puis, on lui refuse le retour à la maison à elle aussi. Et donc, avec sa sœur Josette, pas sa sœur Josette, mais sa sœur Agathe, c'est les deux qui doivent se dépatauger puis essayer de se faire une vie. Josette, c'est la sœur aînée qui, elle, savait que le voisin d'en face était dangereux, puis qu'elle avait délégué la tâche d'aller lui rendre service ou de s'en approcher à ses deux sœurs plus jeunes. Donc, c'est la sœur aînée, c'est celle qui est barbière aussi. Mm-hmm. Et puis, elle était, bon, dans Destin, elle allait se marier lorsque les scandales ont éclaté. Et c'est pour ça qu'elle reste avec le sentiment de culpabilité d'avoir rien dit, de ne pas avoir pu prévenir ce qui est arrivé à ses sœurs et aussi elle se sent victime parce que depuis sa vie a basculé. Elle est obligée de suivre ses parents aux États-Unis, suivre sa famille d'une destination à l'autre, puis elle trouve ça injuste. Et en même temps que elle trouve ça, elle se sent plus coupable qu'elle trouve ça injuste, mais elle a de la difficulté à le vivre et à vivre avec elle-même. Donc, ça explique le genre de personnalité qu'elle va développer dans les sœurs sénégales, puis le genre d'avenir qu'elle va se créer. Je pense qu'on en avait parlé dans une précédente entrevue. J'imagine que ça a fait réagir parce que dans les années 1900, là, au début du siècle, là, ça arrivait des trucs comme ça à l'époque. Est-ce que tu as eu des commentaires suite à Destin? Oui, et j'ai eu des gens qui m'ont dit « Tu viens de raconter l'histoire de ma tante. » Ouais, hein? Tu viens de raconter. Ce qui m'a touchée le plus un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu es en train de raconter l'histoire de ma mère. Mm-hmm. » Ma mère biologique. Fait que là, ça frappe autrement. Là. Ça, on va se le dire. Là, puis là, tu te sens tout de suite là-dedans. Tu te dis « Mon Dieu, mais comment est-ce que j'ose raconter des choses comme ça? » Parce que c'est vrai pour quelqu'un. Donc, ça ramène l'écrivain les deux pieds sur terre, dire « OK, j'ai une responsabilité, je peux pas dire n'importe quoi. Il faut que j'aille dans les émotions. Ça peut pas être juste la surface, ça peut pas être juste noir ou blanc. » Il y a énormément de nuances dans toutes ces situations-là et ça arrivait beaucoup plus souvent qu'on le pense. Mais il y avait des stratégies inventives et créative pour cacher tout ça, puis essayer de survivre quand même dans tout ça. Ah oui, puis il y a encore des gens qui vivent avec le poids de ça. Et là, on le rappelle, Toinette est enseignante, Josette est barbière. Oui. Ce sont des filles qui vivent
bon, on va se le dire, là, des choses extraordinaires là, pour leur temps, même si il y a une certaine réalité, comme on le dit. Là, dans le tome 1 et 2 des Sœurs sénécales, on se retrouve en 1915-1916. Dans quel contexte social ces filles-là vivent? Tu sais, le Québec ressemblait à quoi à l'époque? C'est l'époque des suffragettes, mais je vais pas trop en plus, Première Guerre mondiale, mais j'insiste pas trop sur cette époque-là. Je vais mentionner un petit peu à droite, un petit peu à gauche l'existence de cette guerre-là, parce qu'on vit pas en autarcie non plus. On peut pas écrire à propos de cette époque-là sans au moins le mentionner une fois dans le roman. Mais moi, je vois plus ça en termes de rural versus la ville, bien que ça reste quand même assez rural. Elles vivent dans un contexte où il n'y a pas encore grand-chose de changé. On n'a pas vécu la grippe espagnole encore. On est quand même encore dans une certaine quiétude parce que c'est le début de la Première Guerre mondiale. La conscription n'a pas encore commencé à frapper dans les campagnes, etc. Donc, on est encore quand même assez à l'abri de cette réalité-là. Et comment elles vont évoluer là, dans les nouvelles histoires que tu nous proposes? Parce que c'est ça qui nous intrigue un peu, là aussi, comment elles vont poursuivre leur chemin. Alors, Toinette, elle est en mode survie depuis ses 15 ans. Mm-hmm. Donc, elle a développé énormément de résilience. Elle a développé aussi un sens inné pour la survie, se mettre en mode solution à chaque fois qu'il arrive quelque chose. Pour elle, ça peut pas être un drame, ça peut pas être la fin du monde. Parce que la fin du monde, elle l'a déjà vécu, puis elle n'a pas envie de s'y remettre. Donc, pour elle, il arrive quelque chose, bien, tout de suite, elle s'en va en mode solution, puis elle perd pas son temps avec les émotions. Tandis que Josette, elle est beaucoup plus à faire de la comptabilité, elle comptabilise chaque exemple qui font d'elle une victime. Donc, c'est une autre façon de voir la vie. Et elle, ben, ça affecte énormément là, la manière qu'elle aborde les problèmes. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire ressortir de ces nouvelles aventures-là? Alors, ce que je voulais faire ressortir, c'était qu'il y a plusieurs façons de prendre les mêmes situations, puis c'est vraiment notre bonheur. On peut se le faire nous-mêmes. Ça se joue vraiment au niveau du regard qu'on porte sur les événements et du recul qu'on est capable de se donner. Si on se met en mode solution, dans n'importe quelle époque, il y a toujours des solutions qui sont possibles. Il y a toujours des choix qui sont possibles, alors que si on a choisi d'être une victime puis de trouver que tout est impossible puis qu'on n'est pas né sous une bonne étoile, etc., bien, ça se peut très bien qu'on soit l'artisan de son propre malheur. Donc, c'est vraiment ça. Ces deux personnages-là sont l'incarnation de l'un ou l'autre. Ouais, hein? Et puis, c'est vraiment quand tu vois la vie, le regard qu'ils portent sur les événements, sur comment ils réagissent, à tout ce qui se passe autour d'elle, puis ça devient vraiment clair là, que si tu te mets en mode solution plutôt qu'en mode victime, tu cours une meilleure chance de te faire une vie à ta mesure puis qui te convient. J'ai l'impression que ça parle à bien des gens, ça aussi, là. Oui, puis à toutes les époques aussi, parce que même à cette époque-là, il n'y avait pas énormément de choix. Aujourd'hui, on a l'impression que, bon, etc., on a moins de choix qu'on aimerait avoir, peut-être, mais dans le fond, il faut juste utiliser sa créativité, puis ouvrir ses yeux, puis faire un inventaire, puis regarder autour de soi. Puis plus il y a de choix possibles, ben plus on a de chance de choisir le meilleur choix pour soi, la meilleure option pour soi. Ouais. Donc ça, c'est vrai dans toutes les époques, puis autant en 1915 qu'en 2024. Ben c'est l'être humain, tout simplement, dans un sens. Exactement. Destin a été très populaire. Les gens attendaient quand même là, les Sœurs sénécales, même si c'est comme une suite, mais qu'on n'est pas obligé, parce que je le rappelle, là, de lire Destin, mais je le recommande fortement. Qu'est-ce que ça te fait de voir que les gens aiment tes écrits, mais tes personnages aussi? Là, ils se sont attachés autant que toi à ces gens, ben, ces filles-là, là, dans un sens, dans un premier lieu. Là. Ça me remplit de joie, c'est sûr. Incontestablement, ça me remplit de joie. Et aussi, il y a des moments où on vient me parler d'un personnage. Hey, tel personnage, je te dis que je lui aurais dit quelque chose. Là, c'est comme si ce qui se passait dans ma tête était devenu concret pour quelqu'un d'autre. Ouais. C'est comme donner naissance à quelque chose d'immatériel. C'est assez particulier.
Mais je suis très heureuse quand on me dit avec tes personnages, là, je suis contente de ce qui arrive à un tel, je suis contente, j'ai une copine tout à l'heure qui m'a écrit, elle venait de finir le 2e tome des Sœurs Sénécales, puis elle a dit que c'était mon meilleur, qu'elle était contente. Puis là, ça m'a juste, tu sais, ça m'a rattaché à mes personnages, puis ça m'a fait me dire, mais je m'ennuie de ces personnages-là, mais malheureusement. C'est la fin pour le moment. Oui, c'est la fin. J'ai fait le tour des personnages. Je vois pas ce que je pourrais écrire de plus. Mais je travaille sur autre chose quand même, donc ce sera ça. Mais le niveau d'intimité que j'avais avec l'histoire, les personnages, l'interaction des villages, tout ça, c'est sûr que c'est difficile de tout recréer ça, mais ça fait toujours plaisir, ouais. Mais qu'est-ce qui explique que tu avais ce niveau-là d'attachement? C'est parce que c'est tes premiers personnages ou... Oh oui, okay. Sûrement, probablement, parce que je les ai vus évoluer. Ils ont évolué. Est-ce que c'est eux qui ont évolué ou est-ce que c'est ma capacité de les rendre? Ça, on ne le saura jamais. Mais je suis vraiment attachée parce que je les ai créés de toutes pièces. C'est comme faire des enfants qui ne coûtent rien. Oui. Ben, qui coûtent du temps et beaucoup d'investissement puis de passion, oui, là aussi, puis d'imagination. Comme des enfants, sauf qu'eux, ils veulent pas que je les inscrive dans des activités, etc. Donc, c'est de ce côté-là. Mais c'est une création totale. C'est comme si j'avais créé un autre humain, mais qui n'existe pas. Mais c'est particulier. C'est vraiment spécial. Je veux pas avoir l'air bipolaire, là, mais c'est une belle expérience à vivre, créer des personnages, puis s'attacher comme ça. Puis j'espère, je me le souhaite pour les prochaines séries, c'est tout. Ben là, tu dis que tu es en train d'écrire quelque chose d'autre. Comment tu vas créer cet attachement-là, tu crois, avec les prochains personnages? Là, est-ce que ça va être des filles encore? As-tu déjà des idées en tête? Oui, mon prochain projet, c'est l'histoire de ma grand-mère, dans le fond, son enfance. Oh, OK. Ça, c'est particulier parce que là, on passe avec des personnages qui ont existé. Donc là, on a quand même une responsabilité de la réserve, pas dénaturée. C'est une autre façon de faire. C'est plus intimidant. Je pense que ça doit jouer dans le fait que c'est pas que je m'attache pas, mais que je me sens pas, je prends pas autant de liberté avec ces personnages-là. J'avoue, hein? Ça va être bon quand même, là. Mais c'est ça, c'est un peu plus intimidant dans ce temps-là. Ben, il va falloir en reparler, ça c'est sûr, parce que là, tu sors de ton imagination pour t'inspirer de faits réels. Dans un sens, c'est comme une autobiographie ou ça va être vraiment un roman librement inspiré? Ah, librement inspiré, okay. Parce que c'est impossible. Je peux pas faire un documentaire, puis je sais à l'avance que je risque de décevoir de la famille parce que ce sera pas... elle a tellement été aimée, ma grand-mère. Tout le monde aimerait la retrouver, mais c'est sûr que je peux pas leur donner ça. Donc, il y a toujours ça derrière la tête. Ouais. Je fais que je suis obligée de garder un plus grand recul par rapport à ce que j'écris, puis ça rend l'exercice un petit peu plus long. Ben, on va patienter. De toute façon, on a 4 romans si on les a pas lus à se mettre sous la dent. Donc, ou la conclusion là, des Sœurs Sénécales, parce qu'on l'attendait aussi. Donc, on va se procurer ça. Après 4 romans publiés là, chez Urtubise, là, en terminant, quel bilan tu fais de toute cette aventure d'autrice que tu vis depuis quelques années, là? C'est un rêve, c'est surréaliste, c'est sûr. Hein? Moi, j'ai toujours eu envie d'écrire, puis le fait d'être repêchée par une maison d'édition comme Urtubise, tu peux juste te sentir humble là, par rapport à tout ça. Là. Donc, moi, ça me donne la responsabilité de continuer, de donner de la qualité, puis d'être persévérante, puis c'est ça, je suis juste remplie de gratitude, puis j'en reviens toujours pas de ma chance. Donc, nous, on est contents d'avoir tes personnages aussi. On rappelle aux gens Destin, tome 1 et 2, Les Sœurs Sénécales, tome 1 et 2 aussi, qui est sorti, qui conclut cette histoire-là. Tout ça est en librairie, publié chez Urtubise. Isabelle Hébert, merci beaucoup. Et on se redonne rendez-vous en quelque part dans 1 an ou 2 pour reparler peut-être de l'histoire de ta grand-mère. Ce serait avec grand plaisir. Merci. Merci. Félicitations.